Nous sommes jeudi 6 mars 2025 à Yaoundé au Cameroun. Il s'agit justement de jeudi spiritualité. Ah oui, bien entendu, très chers téléspectateurs, vous le savez, tous les jeudis, nous parlons des choses mystérieuses. Nous parlons des choses mystiques. Nous parlons des choses très compliquées. Ce matin encore, nous marquerons un arrêt pour évoquer un cas de la spiritualité. De manière singulière ce matin, nous parlerons des totems. Les totems, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? C'est quoi un totem? Qui peut avoir un totem? Comment acquérir un totem? Comment entretenir un totem? À la fin, est-ce qu'un totem est une bonne chose ou alors une mauvaise chose? De toutes les façons, avec l'apport de nos spiritualistes, avec l'apport de nos traditionalistes, avec l'apport de nos sorciers traitants, nous allons parler de ce sujet de manière formidable afin que nul n'en ignore. Toujours dans le cadre de ce programme, vos arrêts sont restés intacts. La très éblouissante Claudia va nous retrouver tout à l'heure pour une balade informationnelle au niveau des kiosques. Votre dénonciation avec Pierre Blériot est également restée intacte. Ce fait de société et qui vous énerve. Et je vous dis, ce matin, connectez-vous. La dénonciation de ce jour sera particulière. La dénonciation de ce matin vaut tout son pesant d'or. Il faudra être connecté. 10h, 11h52. Vous êtes à pic sur Info TV. Qu'on le veuille ou pas, malgré quelques sirènes de jaloux et aigris, Info TV restera la chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Et j'accueille mon cher imam, Cheikh Ali Sangar. Bonjour. Bonjour, monsieur Parfait ici. Comment vous allez? Très bien. C'est quoi le rôle d'un imam? Le rôle d'un imam par définition, c'est un dirigeant, c'est un guide. Il peut diriger une communauté. Il y a des imams maintenant qui sont des imams des mosquées ou bien des complexes islamiques. Donc, imam de manière générale, c'est un guide, c'est un dirigeant. C'est un guide, c'est un dirigeant. Il peut diriger une communauté, pas forcément une mosquée. Oui, parce que les prophètes et les messagers ont été des imams. Pas dans les mosquées seulement, mais imams de toute la communauté et des lieux de culte aussi. Moi, je pensais qu'un imam était simplement ce monsieur qui est là juste pour diriger la prière. Non, non. Donc son rôle est plus important que ça. Bien sûr. Un imam peut être un chef de quartier. Un président est un imam, par définition d'une manière générale. Imam, c'est un dirigeant. Maintenant, d'une manière particulière, c'est un dirigeant dans le sens de la théologie, dans le sens de la religion. Vous avez un grand poste de responsabilité lorsqu'on parle de la jeunesse africaine également. Exactement. Parce qu'en même temps, je suis président national de la jeunesse, de l'association pour l'encadrement de la jeunesse musulmane. Donc nous encadrons les jeunes musulmans dans le sens de l'éducation religieuse et même de l'intégration sociale. Merci d'être là pour la toute première fois sur Espace. C'est moi qui vous remercie, merci beaucoup. D'accord, votre expertise nous aidera lorsqu'il faudra parler des totems ce matin. Au fond de la table, on va accueillir un habitué de cette plateforme. Il s'agit de ce traitant, de ce sorcier traditionnaliste traitant, Moukulimba, 40 ans de pouvoir. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, monsieur Parfait ici. Bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. C'est un plaisir pour moi, une fois de plus, de se retrouver sur le même plateau avec l'imam Cheikh Ali. Nous avons partagé plusieurs plateaux. Aujourd'hui, on se retrouve. Ah, vous vous connaissez bien. On se connaît très bien dans plusieurs débats où les gens pensaient qu'après l'émission, on va... Vous allez en venir aux mains. Mais après, c'est quelqu'un de très bien. Quand on sort, il montre vraiment qu'il est vraiment un imam. Et puis, mais c'est un plaisir pour moi d'être là et je vais donner le meilleur de moi par rapport à la tradition africaine. Par rapport à la tradition africaine, Moukulimba, 40 ans de pouvoir, avez-vous l'impression que cette tradition africaine revient à la surface ou alors, de plus en plus, nous nous détachons de cette tradition africaine pour aller vers, entre guillemets, le modernisme? Bon, je vais être un peu cru parce que la réalité c'est que la tradition africaine aujourd'hui fait l'impact. La preuve c'est qu'on a en train de fermer les églises. Ça veut dire que beaucoup de choses sont en train de se passer parce que les gens sont en train de se rendre compte que c'est la tradition, c'est l'identité de tout un peuple. L'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique a leur tradition. Et l'Afrique est restée longtemps sans
sans que les gens s'intéressent à leur tradition. À l'époque, on n'avait pas la possibilité de s'exprimer, de parler, de dénoncer un certain nombre de choses dans la tradition africaine. Mais aujourd'hui, avec la force des médias, avec le concours, par exemple, ici dans cette télévision, M. Dionon, vous, parfait, ici, vous faites cet effort de parler de la spiritualité africaine, ça veut dire que les gens sont en train d'écouter. Ne pensez pas que le message que nous véhiculons aussi passe dans les oreilles des sourds. Les gens sont en train de comprendre, et moi je suis très fier que beaucoup de lignes sont en train de bouger. Merci, beaucoup de lignes sont donc en train de bouger. Le traditionnaliste pense qu'il y a une lueur d'espoir. L'Afrique doit revenir à son authenticité. Accueillons celui-là que l'on ne présente plus également, très apprécié de la grande communauté des téléspectateurs de par le monde. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour. Je dis spiritualité. Je sens de l'électricité dans l'air. Je suis heureux une nouvelle fois d'être là ce matin. Je profite ça va aller vite. Ah, ça va aller très vite. Je profite de l'occasion pour saluer déjà les co-discutants, tous installés, je crois. Voilà, je salue les tous ces grands mystiques. Les grands mystiques et les grands esprits. Voilà, je salue les magiciens de l'ombre, à cœur d'eux pour rendre tout ceci possible et continue. Je salue le top management et vous tous recevez mes salutations pour les millions que vous êtes à travers le monde. Alain Douk n'est pas que journaliste, il a également de fortes connaissances lorsque nous parlons des choses ayant trait à la spiritualité. Accueillons également ce pasteur qui de plus en plus nous apporte son soutien dans le cadre de cette production. Il s'agit du révérend Bayon. Bonjour et bienvenue au programme, cher pasteur. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous nos amis, les co-discutants avec qui nous travaillons pas mal de choses depuis des mois déjà. Je veux saluer comme ça tous les téléspectateurs de, n'est-ce pas, notre magnifique chaîne Info TV. Nous sommes là, comme d'habitude, pour éclairer vos lanternes au travers des discussions que nous avons. Pas des combats, hein. Pas du tout. Nous sommes parfois pas d'accord sur un certain nombre de choses. Parfait, il faut le dire. Voilà pourquoi on appelle cela débat. Oui, tout à fait. Nous avons des approches, des perspectives différentes sur un certain nombre de choses. Mais souvent se dégage une lumière particulière qui oriente et d'ailleurs aide beaucoup de nos téléspectateurs qui parfois nous saisissent, nous font appel pour davantage de lumière. Donc, merci révérend Bayon d'être donc là ce matin à côté du révérend Bayon. Lui, il est notre consultant. Il s'agit du digne fils de Boumiebel, descendant de Oumiobe. Pour l'année 2025, il s'appelle Kastou. Et il est non seulement consultant, il aborde plusieurs casquettes. Lui-même vous l'a dit également, c'est un ancien pasteur. Pierre Blérignamé, bonjour. Bonjour, Parfait Aïs, et merci de m'associer à votre panel. Je ne sais pas pourquoi votre régie ne m'aime pas ce matin. Pour réaliser ça, c'est bon. Il faut de temps en temps donner un peu au gars la régie. Je le fais, je sais faire. Bon, mais qu'il ne s'amuse pas avec le jeudi, hein, parce que le jeudi... Les gens sont trop chargés. Le jeudi est dangereux. Je suis heureux d'être là ce matin. J'aimerais souhaiter joyeux anniversaire à mon petit frère. Quand je dis mon petit frère, c'est pas qu'il est unique, qu'il est seul, mais il est unique. Jeannot Etame. Je crois que j'ai envoyé à la réalisation quelques-unes de ses photos. C'est le monsieur là. Il est cadre au MINCAF. Ses parents me l'ont confié alors que moi-même j'étais enfant. Pour Incroyable. que je sois pour lui un parent. Il s'est comporté comme tel, comme un bon enfant jusque-là. Donc, c'est mon petit frère et c'est mon fils. Jeannot Etame a 1 an de plus aujourd'hui. Je lui dis joyeux anniversaire. Il a dit qu'il nous attendait ce soir dans son domicile, ici à la GP Kounou. Il aime mettre les petits plats dans les grands. C'est un vantard. C'est un bon détail. C'est un vantard. Il me dit que bon, Dieu parfait que je sais mettre les petits plats dans les grands. Il faut que le grand frère vienne voir. Je lui dis que toi tu vas épater par ça avec quoi. Il dit non. De toutes les façons, je serai là. Donc, je lui souhaite joyeux anniversaire. Donc, joyeux anniversaire donc à Jeannot Etame, que je connais très très bien. Je l'ai vu ici à Yaoundé, je l'ai vu parfois au village à Boumiebel, je l'ai parfois vu à Douala, ainsi de suite. Donc, joyeux anniversaire à Jeannot Etame. Pierre Blériot, vous reprenez le microphone cette fois-ci pour la sagesse de ce jeudi matin.
Là où l'espoir a disparu, seule une lueur d'espérance peut encore faire vivre. On peut reprendre? Là où l'espoir a disparu, seule une lueur d'espérance peut encore faire vivre. Ça veut dire quoi? Parfait. Les gens croient que c'est le même concept. Hein. L'espoir et l'espérance, c'est pas la même chose. L'espérance est du domaine de la spiritualité, alors que l'espoir est du domaine de la psychologie. On dit ça vulgairement, j'ai espoir que j'ai espoir. L'espérance, c'est une vertu spirituelle qui nous fait continuer de tenir lorsque toutes les réactions objectives montrent que tout va mal. Vous avez souvent vu, j'illustre, à l'hôpital, les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir. Ouais. Ce que le chrétien, ce que le croyant, ce que le mystique, ce que le traditionnaliste peut garder en ce moment, c'est l'espérance. C'est une vertu que nous devons cultiver. Il faut donc que nous cultivions cette vertu, l'espérance, qui est différente de l'espoir. Merci. Hein. De toutes les façons, le panel a été constitué, un panel lourdement chargé ce matin. Il s'agit de Jeudi Spiritualité, 10h, 11h52 sur Info TV, dans le cadre de votre programme Espace Miné. Qui dit mieux? Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous retrouvent ce jeudi spiritualité. Les panélistes sont mystiquement chargés. N'ayez pas peur. Hein. Pas du tout. Je suis déjà habitué quand même. Quand vous arrivez ici, Blériot va te protéger. Blériot à quoi? Contre... Blériot à quoi? Le joujou. Ne tente pas Blériot. On peut jouer là, mais bon, mais ne va pas trop loin. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Blériot n'a rien. Ah bon? Oui. Le défi est lancé? Non, c'est lancé. J'aime mes choses. On dit souvent chez nous que me bol bien bikiri. Ah bon? Oui. Tu as les choses du matin. Oui. C'est le prank. Voilà, ce n'est pas le prank. Ça tire à balles réelles. Claudia, oui, parfait. Je te vois en t-shirt. Hein. Ah oui. Ça va aller très vite tout à l'heure à partir de 15h. Jour de match. Du côté du lycée Général Leclerc à partir de 15h. Les jolies dames d'Info TV affronteront celles des LECAM. 15h au stade du lycée Général Leclerc. Vous êtes invités. Claudia, oui, parfait. Tu aimerais que je vienne regarder le match? Bien entendu. Pourquoi pas quand le double sac des modérateurs est là? Vous me promettez quoi après le match? Une petite biérette, pourquoi pas? Non, c'est pas suffisant. C'est lui qui peut venir avec les biérettes. Voilà, moi je vais venir avec les biérettes. Mais là, toi, tu me promets quoi? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que la femme a de plus précieux en elle? Claudia, on va parler inbox. Claudia, oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait ici. Voici dans les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce jeudi, carte nationale d'identité en 48 heures. Le tri hebdomadaire La Météo nous informe que Mbargengele réussit le pari. Depuis le 3 mars dernier, les premières cartes nationales d'identité produites en 2 jours sont déjà disponibles. Le billet hebdomadaire Le Point fait le point sur cette information au bas une de son journal. Titre identitaire, CNI en 48 heures, Martin Mbargengele, identité remarquable, peut-on lire en page 5. Entre autres informations, le journal revient sur les perturbations des séjours des officiels camerounais à l'étranger, à l'instar du président Biya, du ministre de la Jeunesse Mounouna Foutou, attaqués dans un pays ami par des Camerounais de la diaspora. Ici, l'on déclare qu'il y en a marre.
Et puis, lutte contre la vie chère, ces opérateurs économiques honorés par Paul Biya. L'information relayée par le quotidien Info Matin nous fait savoir que c'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre du Commerce, Luc Magloire Bargatangana, hier 5 mars à Yaoundé. Autre information à retenir ce jeudi, administration publique et entrepreneuriat privé. Le messager donne la parole à Tanya Nyumbisi. Il s'exprime son filtre de la page 5 à 8. Dans sa parution du jour, Aman Mana monte à la tribune. En quelques mots, le directeur de publication précise que les patrons de presse disent non au discours de haine tribale. Le quotidien Mutation partage cet avis. Discours de haine, les patrons de presse disent stop. De l'autre côté, les transporteurs donnent la voix contre les pratiques jugées peu orthodoxes au sein de la BGFT et réclament la transparence et la modernisation du fonctionnement de cette structure publique. Bureau de gestion du fret terrestre, c'est dans le pas cité qui dérange. L'actualité en kiosque ce 6 mars, c'est aussi la recherche scientifique et innovation. Le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune nous montre des soutiens d'encouragement. Mettons le cap sur Gaoundéré 3e, le du Sahel qui nous y amène, nous raconte en chemin comment le maire de la ville éponyme a échappé à un assassinat. Pour clôturer cette revue de presse, l'économie quotidien, Thierry Ekouti parle de l'inflation, tension, de liquidité. Les nouvelles propositions du FMI pour y faire face sont à découvrir dans ce tabloïd paru en kiosque ce 4e jour de la semaine par ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter non seulement une bonne journée mais un excellent match. N'allez pas nous faire honte là-bas. Vous devez taper les femmes de l'ECAM. Donc moi je ne vais pas venir là-bas et après je rentre avec la honte. Il n'y aura pas de oh, nous sommes prêts. Voilà. À demain 10h, Claudia. À demain 10h, voici d'émission, mais vous savez que c'est déjà les préparatifs justement de la fête de la Journée internationale de la femme. Donc demain, vous serez avec Théophile Vianney-Billard. Ah, d'accord. Oui, Oui, pour la revue de presse. Oui, comme demain, c'est la fête des femmes. Bon, c'est samedi plutôt. Non, non, c'est samedi. Oui, c'est samedi plutôt. le 8 mars. Donc, du coup, nous, on va se débrouiller à faire nos petites choses quand même. Vos petites choses. Je serai donc avec TVB. Exactement. Oh, tu vas nous manquer. Hein. Claudia. Oui, parfait. N'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très, très prudente. Merci, Claudia. Nous serons également de tout cœur ce matin avec le contingent 2015 de la gendarmerie nationale. Cela fait exactement 10 ans ce jour que ce contingent entrait au niveau des forces de défense nationale du pays, plus précisément au niveau de la gendarmerie nationale. Donc, bonne fête à tout le contingent 2015 de la gendarmerie. Pour la plupart, ils sont déjà maréchal de logis. Hein. Bien de choses également à Nadège Memana, qui fait partie de ce contingent 2015. Une touche pour s'impose. On repasse la parole à Pierre Blériot-Niemek, cette fois-ci pour la dénonciation de ce jour. Parfait, ici, l'un des plus grands musiciens camerounais, Emmanuel Eboalotin, écrivait une lettre à son ami James Onombiono. Et il disait à James Onombiono, on ne lance des pierres qu'à un arbre qui porte des fruits. Et il ajoutait, mon ami James, la vérité c'est comme les fesses. On est obligé de s'asseoir avec. Aujourd'hui, nous sommes victimes des attaques de toutes parts, mais la dénonciation de ce matin porte sur un journal particulier. Vous avez vu, certains directeurs de publication ont dit non au discours de haine. Et je ne sais pas quoi d'autre. Ben, nous tous, nous chantons ça, non au discours de haine. Mais il y a un journal qui s'est permis de placarder 2 visages sur sa une. À sa une, ces visages sont le visage du recteur Mathias Eric Owonangene et de l'homme politique Elimbi Lobé. Le message subliminal,
c'est que c'est ces deux personnages ou ces deux personnalités qui seraient dans les vecteurs de ces discours de haine au Cameroun. Comme quoi, si Mathias Rico Onangini se tait et Limbi Lobe se tait, les discours de haine sont terminés. Je suis entre... Il faut que les Camerounais voient ce qu'on appelle de la manipulation. Pour ceux qui écoutent tous les autres médias au Cameroun, rassurez-nous que dès que Onangini ne parle pas et Limbi Lobe ne parle pas, le Cameroun médiatiquement se porte très bien et il n'y a plus aucun discours. On ne dit plus que le chassement, c'est fini. Cette façon de vouloir caporaliser les médias, ils disent que les patrons de presse, quand vous allez voir, les patrons majeurs que nous connaissons n'ont été associés ni de près, ni de loin. Vous connaissez un certain Blaise Vier? Bien entendu, quelle question. C'est un patriarche de la presse camerounaise. Vous connaissez Aurore Plus? Bien entendu. Michel Moussala. Ok. Vous connaissez Info Matin? Dieudonné Mvan. Vous connaissez Repère? Bien entendu, Madame Touna. Père son âme, son mari s'appelait Richard Touna. Alors, ils ne sont pas des directeurs de presse? Apparemment non. Les directeurs de... C'est comme le peuple. Je vous ai dit que l'affaire du peuple là, ne concerne pas tout le monde. Même les directeurs de presse, maintenant, ce n'est plus tout le monde. C'est toujours le peuple. Vous voyez? Ça, c'est le peuple qui dit ce que les autres doivent dire dans leurs médias, qui doivent être leurs invités, qui doit parler à la télé. Celui qui écoute le professeur Mathias Rico Onangini parler, il voit dans son discours des discours de haine de qui vis-à-vis de qui. Alors ces gens-là qui prennent sur eux, on a d'ailleurs bien fait de ne pas faire la promotion de cette presse sur notre télé, puisque leurs télé même sont en baisse de régime. C'est même nous qui faisons qu'on voit leur presse là. Nous voulons dénoncer cette tentative d'enrégimentation, de caporalisation de la presse ou de la communication en général. Il y a quand même des limites à ne pas franchir. Le droit à l'image. Je serais Mathias Rico Onangini ou Elibi Lobe, que je porterai plainte à celui-là. Merci Pierre Blériot-Niamek pour cette dénonciation. Je voulais dire en ouverture que cette dénonciation sera très importante. Nous allons passer la parole d'abord à Alain Douk. Alain Douk, lorsqu'on dit que au niveau des médias, nous combattons les discours de haine et un journal de la place, il s'agit de la Nouvelle Expression, met à sa grande une la photo du professeur Mathias Rico Onangini et la photo de M. Elimbi Lobe. Quel est votre commentaire? Quel est le message que ce journal veut passer à la population? Vous savez, je veux déjà par rapport à ce sujet saluer la très grande émission de la semaine passée, de dimanche passé sur Libre Expression, où on a donné la parole aux gens pour clarifier un point de l'histoire. Et on a vu que véritablement, au travers du chassé-croisé entre des perspectives, les téléspectateurs à travers le monde ont pu retenir quelque chose. Moi, personnellement, je suis le professeur Onangini sur les réseaux, notamment Facebook. Je connais son discours, je connais ses prises de position. Il faut qu'on fasse attention. Ce n'est pas parce qu'un discours n'arrange pas une certaine frange de l'audience ou de l'opinion que forcément cela doit taxer le discours en question d'être un discours haineux. Bien maintenant, s'il faut faire l'économie de la haine, qui a un discours haineux, qui ne l'a pas, vraiment, est-ce que c'est les deux personnages en question? C'est-à-dire que s'il faut être honnête, parlons des gens qui véhiculent le discours de la haine, le discours tribal. Est-ce que ce serait, je veux dire, pertinent, ce serait honnête de présenter ces deux messieurs et de dire voilà les responsables du discours de la haine au Cameroun? Parce que c'est ce qu'on pourra retenir du fait que ce soit leurs deux visages qui soient présentés. Or, je suis sûr qu'ils sont légion, ceux qui sont coupables de ce genre de choses. Donc il y a un souci d'objectivité et d'honnêteté dans une telle grande une. Maintenant, Elimbi Lobe, je pense qu'on doit le retirer déjà. Il faut qu'on soit honnête de cette démarche qui veut qu'on dise qu'ils tiennent un discours de la haine.
Pourquoi? Parce qu'il a une opinion. Et il dit, je pense ceci. Et on a vu comment, au travers d'un discours, d'une émission, on a pu interpeller les intellectuels pour essayer de mettre en lumière le fait historique. Et on s'est rendu compte que, ben écoutez, dans ce qu'il présente comme étant son opinion, il y a quelque chose de vérace. Pourquoi? Il faut pas qu'on ait honte de le dire. Donc, il est question ici, je pense que, et c'est ce que plusieurs ont dit. On revient, Alain Doc, à l'émission de dimanche sur Info TV, Libre Expression. Je pense que cette émission va entrer dans l'histoire. On a vu pas l'engouement sur les réseaux, le nombre de commentaires, le nombre de likes. Ben voilà. Et nous l'avons fait à dessein. Je pensais, honnêtement parfait, qu'après une telle émission, on laisserait le cliché des discours de la haine qu'on attribue à M. Elimbi Lobé. D'accord? Parce qu'il y a un tenant, il y a un contenu qui permet de légitimer son discours finalement, qui n'est pas un discours de haine, mais qui est un discours qui tend à vouloir restaurer une vérité historique et même des réparations. Alors, il faut qu'on comprenne cela. Et là, j'étais en train de vous poser une question pour revenir à cette émission des dimanches derniers. Entre guillemets, Elimbi Lobé était opposé au professeur Baebek. Baebek est venu pour démontrer que Ernest Ouangé n'était pas un grand bandit. Et Elimbi Lobé, en début d'émission, je lui ai posé la question de savoir, Monsieur Elimbi Lobé, est-ce que vous insistez que Ernest Ouangé était un grand bandit? Il dit, je persiste. Il a persisté. Persisté, je vous dis. Maintenant, je vais d'abord passer la parole à Baebek. Regardez un peu l'équilibre du journaliste. Et bon, maintenant... Attends d'abord. Regarde l'équilibre du journaliste. Monsieur Baebek, vous dites que Ernest Ouangé n'était pas un grand bandit. Démontrez-le. Le monde entier a vu comment Baebek parlait, non? Si il a démontré, le monde entier a vu. Et vous avez vu la position équilibrée de Attends d'abord. Voilà. Par la suite, je vais passer la parole à Elimbi Lobé. Toi qui insistes que Ouangé était un grand bandit, quels sont vos arguments? Parce qu'ici, ce n'est plus les bars. Moi, j'ai dit, l'émission de dimanche, c'était la science. C'est tout. C'était la science. On peut faire ce travail dans un amphi, même à la Sorbonne. Et Elimbi Lobé a pris la parole. Il a commencé à développer. Non seulement il développe, il a pris les documents. Il dit voilà le document. Il date de les correspondances administratives. Voilà les correspondances administratives. Il a fini avec ce document. Il prend un autre document. Il dit voilà notre document. Les plaintes des populations. Voilà les plaintes des populations. Voilà les exactions qui ont été commises en telle date. Voilà les personnes qui ont été tuées. Voilà. Alors, quand vous avez une telle émission, j'ai dit bon, voilà les gens qui s'affrontent de manière très ouverte. Maintenant, nous allons passer la parole aux politologues, aux historiens. J'ai pris la parole et passé à un historien, le professeur Bokagné. Il vient d'être chef de département d'histoire à l'université de Yaoundé 1. Sauf si on va me dire que le professeur Bokagné, c'est un voyou. Il a également énuméré un certain nombre de faits concernant ce sujet. Est-ce que Ouangé était un bandit ou pas? Le professeur Bokagné, historien. Maintenant, il est chef de département à Ebolova. J'ai passé la parole au professeur Messanga Nyamding, qui a soutenu l'une de ses thèses sur l'histoire du Cameroun, qui est revenu sur un certain nombre de faits. J'ai passé la parole au professeur Owanangini. Owanangini qui également, lorsqu'il soutenait sa thèse de doctorat qui porte sur près de 2000 pages, l'introduction seule faisait plus de 150 pages et où il est revenu sur l'histoire politique du Cameroun et où il avait surabondamment parlé de la lutte des indépendances, qui a également énuméré un certain nombre de faits qui épinglaient une figure de l'histoire. C'est ça le discours de haine? Et donc Alain Dour, maintenant il voit que c'est ça le discours de haine. Donc j'aime même la nuance, parce que il a utilisé un langage imagé pour traduire et résumer sa pensée. Une vache à bout être sacrée, ce n'est pas pour autant que son arrière, voilà, son derrière sans la lavande. Pour dire que quoi? Il y a plusieurs trucs, plusieurs exactions qu'on attribue à Ernest Ouangé, non pas forcément en tant que personne, mais du fait qu'en réalité il était à la tête de l'ANLK, il dirigeait cette entité révolutionnaire et des exactions ont été faites, c'est attribué au chef, en tout cas. On va passer la parole à un homme d'église, révérend Bayon, le journal de ce matin, la Nouvelle Expression.
je dois signaler, c'est une information pour votre culture générale. Le promoteur du journal La Nouvelle Expression est également le patron de la chaîne de télévision Equinox. Ça, c'est juste pour votre culture générale. Maintenant, la question est celle de savoir, lorsque vous avez deux figures emblématiques du Cameroun, comme le professeur Wenangini, et maintenant Elimbi Lobé, qui sont présentés dans ce journal comme étant ceux qui véhiculent les discours de haine, est-ce que vous avez une analyse à faire? Bien, je ne parle pas en tant que spécialiste dans cette opinion que je voudrais donner. Il me semble que le journalisme aujourd'hui, tel que nous le percevons, est à la solde des clans partisans. C'est ce que j'ai l'impression de ressentir sur la place publique. Et pour moi, je veux dire ici que la plupart du temps, quand on voit des articles de journaux, je lis souvent, je ne suis pas journaliste, mais je me demande parfois où certains ont appris leur journalisme. Moi, un profane en journalisme qui pourrait faire une telle analyse parce que certains titres sont parfois choquants. Certains titres sont parfois partisans. Et vous vous demandez si on n'a pas donné un 5 000, un 10 000 à quelqu'un pour faire un tel titre. Donc, ceci revient quand même à ressortir un débat qui est assez important pour le Cameroun dans une saison comme celle-ci, où les uns et les autres veulent, n'est-ce pas, pencher l'opinion publique dans telle ou telle direction. Moi, ce que je veux dire ici, c'est que nous devons, n'est-ce pas, nous mettre en garde contre les discours de la haine. Certaines choses qui se sont passées dans les années d'indépendance sont dans un certain contexte qui n'est pas aujourd'hui le nôtre. Il ne faudrait pas instrumentaliser parfois certains faits historiques pour pouvoir les ramener aujourd'hui et nuire, n'est-ce pas, à la société camerounaise. Je pense que les acteurs politiques doivent, n'est-ce pas, être des personnes responsables qui aujourd'hui doivent mesurer les choses qu'ils sortent sur la place publique parce que nous avons la responsabilité face à toute une génération, face à toute une nation. Donc je veux, n'est-ce pas, pour moi, dire ici qu'il faut faire attention, n'est-ce pas, les titres que nous mettons et faire attention à faire du journalisme plutôt que du partisanisme. Merci, Mokolimba, 40 ans de pouvoir. Vous suivez également les débats télévisés, vous lisez ce qui est écrit au niveau des réseaux sociaux. Quel est le commentaire que vous posez sur cette une de ce journal? Je ne vais même plus citer le nom de ce journal-là, trop de publicité. Donc, lorsqu'on présente le professeur Owanangini et Elimbi Lobé comme ceux qui véhiculent les discours de haine au Cameroun, vous trouvez que c'est sérieux? Moi, je pense que quand les gens veulent le pouvoir, ils doivent être fous. On refuse, le Cameroun ne devait pas tomber dans cette tentative de coup d'état intellectuel à cause de deux personnes qui ne font absolument rien. Parce que quand tu vois le discours de ces deux gens qu'on cite, c'est comme si c'est eux qui veulent développer le Cameroun, alors que dans les années en arrière et même dans les mois en arrière, nous voyons ce que la chaîne Equinox montre chaque jour à cause de ce Cameroun. Si le Cameroun peut être déstabilisé, c'est à cause de ces gens-là. Moi, je ne suis pas journaliste, ni quelque chose, moi je suis un observateur. Et ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, moi je pense que c'est plutôt eux qui veulent détruire le Cameroun à travers leurs sorties, les émissions, les unes et tout. Parce que quand vous voyez, donc on va interdire à un politologue de donner ses points de vue réels. Mais d'autres font donc l'école de journalisme. Pourquoi? Et pour aller mettre sur deux personnes que c'est eux qui amènent le discours de haine. Je vous dis, il y a de cela 2 ou 3 semaines que vous m'avez invité sur cette émission, ce plateau, où on dénonçait le fait qu'on introduise Info TV. On écrive tous les médias et on a laissé d'écrire la chaîne bleue, c'est-à-dire Equinox et Canal 2, pour dire que c'est Info TV et d'autres médias qu'ils veulent apporter telle chose et tout. Et j'ai aimé la sortie de M. Goye, mais qui a un peu préféré certaines choses. Moi, je pense plutôt que les gens qui veulent déranger ce pays, c'est plutôt ceux qui indexent les gens de manière crue. Ils ne veulent pas voir, c'est-à-dire
moi je me dis qu'ils sont payés. Ils sont payés pour ça, on les donne. D'ailleurs, voilà la preuve qui s'est passée en Europe dernièrement où tout un ambassadeur qui répond au chef de l'État, tout un ministre de la République est agressé et tout et tout. Moi je pense qu'il faut que ça cesse. Que ça cesse et que les Camerounais ne doivent pas regarder les gens qui veulent montrer que c'est eux qui sont trop sains. Mais si, comme monsieur Grenier a dit tout à l'heure, si on enlève, on dit, monsieur vous ne passez plus dans les médias. Les discours de haine vont cesser. Oui, et ça va cesser. Moi, je pense que ça ne peut même pas cesser. Parce que tous les jours, nous dénonçons ça et nous voyons ça. Si nous voulons un vrai Cameroun, personne n'est sûr d'être Camerounais à 100%. Là, pour le contraire, les historiens peuvent nous dire, ou les peuples, que ce soit Bassa, Bamleke, Boblis, Maka, les historiens peuvent nous dire où nous sortons. Donc, il n'y a personne qui est un Camerounais à 100%. Nous tous, on est venus se retrouver ici et qu'on doit faire une seule chose. Qu'on évite de dire telle personne, c'est tel tribu qui fait telle chose et tout. Et nous, les traditionnalistes, nous allons faire un gros souci parce que nous sommes comme les hôpitaux. Est-ce que l'hôpital peut dire que telle tribu vient venir se soigner? Et il crée dans le monde du journalisme des apagailles et ils mettent ça sur vous. Vous êtes en danger parce que au-delà de ce que vous dénoncez ici, même dans vos chambres, ils peuvent venir à tout moment, même mystiquement. Et vraiment que nous sommes là, on va vous protéger. Merci, hein. Merci pour cette protection, Moukolimba, 40 ans de pouvoir. Nous en avons besoin. On passe la parole à l'imam Cheikh Ali Sanga. Cheikh Ali Sanga, est-ce que c'est un fait anodin de prendre ces deux figures, c'est-à-dire le professeur Owonangimi et maintenant M. Libi Lobé de plaquer sur la une de ce journal, sachant bien entendu que ces deux personnes sont presque des invités permanents de cette chaîne de télévision dans le cadre de l'émission dominicale Libre Expression. C'est anodin, c'est fortuit? Bon, ce que j'aimerais dire, c'est que vous savez, chaque chaîne de télévision, chaque presse a sa ligne éditoriale. Et cette ligne éditoriale peut être orientée en fonction des intérêts qui peuvent être politiques et autres. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que il faudrait que les Camerounais et le reste des peuples comprennent une chose. Être opposant ne signifie pas être ennemi. Tant qu'on n'a pas compris la différence entre c'est quoi un opposant, c'est quoi un ennemi, il y aura tout cet amalgame. Je pense qu'il y a quand même la liberté d'expression, où chacun est libre de son opinion et chacun est responsable de ce qu'il dit comme propos. Donc, c'est pas parce que nous sommes opposés politiquement que nous sommes des ennemis. C'est ce que les gens ne comprennent pas. On peut être opposé sur ce panel, dans cette émission, mais alors que nous gardons la relation d'amitié et de fraternité, tout simplement. Donc, c'est de ça qu'il est question. Bon, vous savez, comme je dis, chaque maison a ses réalités. Si le journal de presse, c'est quel journal là? Je ne vais plus citer ce nom. Donc, a fait cela sciemment, forcément, c'est anodin. C'est anodin. Bon, maintenant, vous savez, nous sommes des hommes religieux. On ne s'intéresse pas trop à la politique. Mais tout ce que nous disons, c'est que... Vous dites que ce journal l'a fait de manière anodine? Peut-être, c'est peut-être anodin. Ah bon? Sur tout ce qui passe au niveau des plateaux de télévision, et il n'y a que ceux qui passent sur Info TV qui sont revenus sur au niveau de leur mémoire. Non, déjà, moi, je dis... Attends un peu. Oui. Imam, on peut estimer à quel nombre ceux qui passent au niveau des plateaux de télé, au niveau des débats au Cameroun. Donne un chiffre estimatif, à peu près combien? Une quinzaine, une vingtaine, je pense. Rien que? Je pense. Les débats politiques. Bon, vingtaine. Débats politiques. Ils n'ont fixé que 2 qui passent sur Info TV. Je ne sais pas pour quelle raison ils l'ont fait. Et vous dites que c'est anodin? Je ne sais pas pour quelle raison ils l'ont fait. Non, imam, vous dites que c'est anodin. Donc tout ce que j'aimerais dire, c'est que... C'est-à-dire que ça, attendez, ceux qui passent à Vision 4, ils n'ont pas vu. À B-News, ils n'ont pas vu. À Canal 2, ils n'ont pas vu. À Equinox, ils n'ont pas vu. À STV, ils n'ont pas vu. Et que sais-je encore? Ils n'ont vu que les 2 qui passent à Info TV. Et vous dites que c'est anodin. Puisqu'ils vous écoutent, forcément, ils vont sortir une prochaine apparition avec d'autres nouveaux visages. Ah bon? Bien sûr, c'est possible, pourquoi pas. Et puis, je pense aussi qu'il faut regarder peut-être dans le passé aussi, hein, dans le passé. Moi, je pense qu'il ne faut pas rester sur la forme. Il faut regarder le fond. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Maintenant, il faudrait les demander quelles sont les raisons qui les ont poussés, parce qu'on peut se tromper. Ils ont donné les raisons. Ah bon? Ils disent que c'est eux qui véhiculent le discours de haine au Cameroun. Bon, ils ont donné la raison. Ça vraiment, quand moi j'écoute le professeur Owonangimi, avec qui j'ai eu à faire des débats, je connais,
Et quand j'écoute aussi Elie Bello, ben, moi je pense que ce sont des personnes qui sont intellectuellement calées. Peut-être c'est ça la haine. Ils sont, non, pas de haine. Tu peux être intellectuellement calé, on te taxe de haine. Non, pas de haine, pas de discours de haine. Parce que quand vous écoutez professeur Onan Guinée, il est vraiment scientifique dans sa démarche. Que ce soit dans le domaine de la politique, que ce soit dans le domaine de la religion ou de la science. Et Elie Bello aussi, il est très calé. Donc, moi, j'ai pas vu dans leur discours un discours de haine. Et qu'est-ce qui peut donc justifier, donc, toi tu ne vois pas dans leur discours la haine. Oui. Qu'est-ce qui justifie donc que dans un journal, on les présente comme ceux qui véhiculent le discours de haine au niveau des médias? Je ne peux pas justifier la pensée de notre personne. Je ne peux pas justifier la pensée de notre personne, sauf si j'interroge cette personne. Si je justifie la pensée de quelqu'un, vous savez qu'ils sont en train de conjecturer. Donc, en islam, par exemple, on ne peut pas conjecturer à la place de quelqu'un d'autre. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Dieu seul sait pourquoi ils ont fait cela. Mais c'est maintenant que c'est vous qui donnez la raison parce que ces deux panélistes sont réguliers sur votre panel. Bon, moi, je ne sais pas. Si c'est la raison fondamentale, parce qu'il faut le dire. Peut-être quelqu'un d'autre, lui, le sait. Voilà pourquoi je vais lui passer la parole. Je passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, vous avez passé le temps au niveau de ces plateaux sur Info TV en disant qu'il faut qu'on fasse très attention. Est-ce que vous avez l'impression que nous sommes encore en train de jouer et que le mal, lui, commence à être profond, mais nous continuons à faire dans l'instrumentalisation? Parfait, moi qui ai la chance d'avoir beaucoup d'enfants, j'ai parmi mes enfants un garçon très dangereux. Il vient, il te tape et il commence à crier. Il commence à crier, il court en criant. Si tu es un parent naïf, tu vas punir celui qui a été la victime. C'est ce que ce journal fait. De manière très sereine, il faut savoir qu'à un moment donné, certains patrons de presse avaient, ils appelaient ça la Sainte Trinité. Ils avaient encadré le monde de la presse au Cameroun, et c'est eux qui faisaient la pluie et le beau temps. Après la Sainte Trinité au niveau de la presse, la Sainte Trinité au niveau des médias est arrivée aussi. Les bouches qui se sont moquées hier d'Info TV ne savent quoi dire aujourd'hui. C'est ça le problème. La chaîne qui monte. Voilà. Personne ne vendait cher la peau d'Info TV. Rien du tout. Info TV dans le monde médiatique est cette pierre rejetée par les bâtisseurs, devenue aujourd'hui la principale de l'angle, une pierre d'achoppement pour beaucoup. Voilà l'image. Donc ce n'est pas un Limbi Lobé, ce n'est pas un Onangini, c'est Info TV. Mais je vais vous dire, pour ce monsieur qui a publié cette affaire-là, il y a un temps pour la gloire de chaque personne. Votre temps de gloire tend à sa fin. Les agitations, là, comme lorsqu'on a coupé la tête du poulet du village, ça ne sert à rien. Vous pouvez monter, non. Ça, vous voyez vous-même votre affaire, là, que c'est en train de mourir. Une autre réalité est en train de germer. Vous mettez de la pression partout, au CN, partout. Il y a même quelqu'un sur les pages, on va fermer Info TV la semaine. Ouais, okay. Dans les rêves, chacun, ce n'est pas comme. On va compétir tous. Le terrain est là, c'est au sol. Tous nous allons jouer. On va jouer. Nous allons ne jouer. demandez pas le retrait de certains joueurs. Pourquoi vous enlevez certains au stade? Vous avez vos consultants. Et on connaît. Nous, on n'a jamais dit qu'on enlevait tel consultant parce qu'il a la grosse tête, enlevait tel parce qu'il a les gros yeux. Nous, on ne s'intéresse pas. Laissez vos joueurs sont vos joueurs. Nos joueurs sont nos joueurs. Et laissez-nous jouer. C'est au sol. C'est au sol. Donc, renouvelez votre personnel. Renouvelez votre personnel. Changez de paradigme. Hier, certaines télés étaient très... Vous savez, l'une des plus grandes sorties de Orangini, dans quelle chaîne il l'a faite? Sur Equinox. C'est une émission avec Serge Alain Autou. L'émission qu'on recense tout le temps pour montrer. Ah, à l'époque, il ne connaissait pas les discours de haine. Il est né de nouveau, hein. Vous l'accueilliez là-bas, non? À l'époque où il était en conflit avec son père. Aujourd'hui, de nouveaux médias. Vous voyez, c'est des techniques, mais les Camerounais, le vrai peuple n'est donc pas naïf. C'est pas ce que vous appelez peuple là. Parce que peuple là, c'est comme ça, c'est fermé entre vous. Mais le vrai peuple n'est pas naïf. On voit ce que vous voulez.
J'ai dit on enlève Libi Lobé, on enlève Mathias Eric Onangini. La haine finit au Cameroun. La haine finit dans les médias. Tout devient bien. N'est-ce pas? Et vous voulez tromper qui? Onangini a au moins 4 parentés. Le père de Onangini était un Néwondo de Mvenge. La mère de Onangini est une Bassa de Pouma. L'épouse de Onangini est Bafia. Vous voyez ça? Voilà un nœud. Donc il déteste qui? Et même au CNC, chaque fois que vous entendrez parler de haine, il y aura toujours un lieu commun. Ouais. Je dis il y a un lieu commun, tout le CNC le sait. Il y a une seule personne qui se plaint toujours. C'est la seule personne qui est victime de la haine. Une seule dans tout le Cameroun. Il y a une seule personne qui se plaint de la haine. Une seule. Donc tout ce que vous entendez là tourne autour d'une seule personne qui se plaint de la haine. La haine, la haine. La haine même là est où? Dès que tu lui dis la vérité, tu lui dis ce que tu penses sur une question. Ah, la haine, la haine, la haine. J'ai dit que dans le village de Oumniobé, certains estiment que c'était un maquisard dangereux. C'est clair. Vous ne verrez pas une levée de bouclier. Voilà ça que je viens de dire. Vous comprenez? Certains estiment que Osende Afana n'était pas quelqu'un de correct. Vous ne verrez pas une levée de bouclier. Non, arrêtez ça. Ça ne marche plus. 2020, octobre, ce n'est plus long. J'ai dit à quelqu'un que ce n'est pas dans 5 ans, octobre. Tout ça tourne autour d'octobre. Octobre. C'est octobre qui nous apporte tout ça. Octobre va passer. On va rester avec le même Cameroun. Vous comprenez, hein? Il n'y aura rien. Tous les apôtres du chaos, là, vous vous trompez, il n'y aura rien. Après octobre, on sera ici. Info TV sera là. Equinox sera là-bas. Nouvelle expression, tout le monde. On sera encore là. Et ce sera apaisé. Vous n'entendrez plus parler de discours de haine. Chacun bouscule maintenant. Si je n'ai pas ma part, si je n'ai pas ma part avant octobre, si je n'ai pas ma part. Non. Et puis, la question électorale n'a rien à voir avec les médias. Nous ne sommes pas là pour faire la campagne de tel ou tel. Vous allez vous habituer à la voir. Ah oui. Hein. Pour lui, il sera là pendant longtemps encore. Je ne sais même pas. De toutes les façons, nous allons demander ce matin qu'on laisse jouer tous les joueurs. Et si le Canon doit affronter le Tonnerre à la Club de Yaoundé, que tous aillent jouer. Ne faites pas en sorte qu'il y ait un match à 14 Canon contre Tonnerre. Les joueurs du Tonnerre sont déjà arrivés. Ceux du Canon aussi sont déjà arrivés. Mais l'arbitre arrive et dit non, ceux du Tonnerre, vous ne jouez pas. Vous êtes trop costaud. Vous êtes trop costaud. Et le Canon a gagné. Mais vous ne jouez pas. Non, ça c'est un anti-jeu. Laissez-nous jouer. Nous allons jouer. La chaîne là. Oui, jouer. Laissez-nous aussi jouer. Et que les téléspectateurs puissent en juger. De quoi avez-vous peur? 10h, 11h52, qui dit mieux? Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. Réabonnez-vous pour profiter d'une offre brûlante avec toutes les chaînes offertes pendant 15 jours. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ouais, ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. What if your solution comes from Maso X5? By God's grace, I was a beneficiary of the 1 million package. I won 750,000. I use the money, to do many things in my shop. Rush to any Renapro Finance SA agency for your registration and contribution. Grab the opportunity offered by the July 5, 2025 event, which starts from 7 a.m. at the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé, and be one of the lucky winners. At Maso, we simply live our African values. Et si ta solution venait de Maso Acte 5,
J'ai eu 2 millions de francs et puis ça m'a beaucoup relancé. J'avais gagné 500 000. Cette véhicule que vous voyez, je l'ai gagné à Masso. Livrer les clients en temps réel. La Masso ne ment pas. Je suis convaincu qu'avec la Masso, on passe du rêve à la réalité. Rapproche-toi de nos différentes agences pour souscription et cotisation et saisis cette opportunité le 5 juillet 2025 dès 7h au stade Omnisport à Madoaïdjo de Yaoundé et tu seras certainement l'heureux bénéficiaire de l'une des offres. À la Masso, vivons simplement nos valeurs africaines. En 1948, le combat pour l'égalité homme-femme devient une réalité. En 1994, le PMUC rejoint la course et en fait son cheval de bataille. En 2025, on y compte environ 55% de femmes employées et commissionnaires. Ce dimanche 9 mars, vous aussi, vous pouvez rentrer dans l'histoire en jouant en masse commune internationale pour gagner 650 millions de francs CFA. Avec le PMUC, c'est le moment de gagner gros. In 1948, the fight for gender equality became a reality. In 1994, PMUC joined the race and made it its herbivores. In 2025, about 55% of PMUC employees and commission agents are women. This Sunday, 9th of March, you too can make history by playing International Common Stake to win 650 million francs CFA. Avec le PMUC, c'est le moment de gagner gros. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société Immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée, 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne, 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires, 4130 mètres carrés d'espace de stationnement alliant intérieur et extérieur pour un maximum de confort, 3070 mètres carrés d'espace commun aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui. Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société Immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société Immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68, 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout.
Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Vous créez de la longévité. Les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution d'une œuvre littéraire exceptionnelle, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque d'Idrissa Sogor-Kodio. Cet ouvrage analyse, avec profondeur, Fils de prélat, le roman emblématique d'Armand Claude Abanda, écrivain camerounais de renom et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accestique. Ce récit, écrit en classe de terminale, traduit en italien, et enseigné au Gabon et au Congo-Brazzaville, incarne les idéaux de l'humanisme et du panafricanisme. Un livre de référence pour élèves et étudiants et un livre de chevet pour tous les amoureux des belles lettres. Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une réflexion initiée lors du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin en octobre 2024. Idrissa Sogor-Kodio, écrivain et critique littéraire sénégalais, est reconnu pour sa plume panafricaniste et son engagement pour les lettres africaines. Lauréat de nombreux prix prestigieux, il nous offre ici une œuvre lumineuse dédiée à tous les amoureux de la littérature. Découvrez cette analyse captivante et laissez-vous inspirer par la richesse de la littérature africaine. Disponible dès maintenant aux éditions Aminata Sofal. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. Réabonnez-vous pour profiter d'une offre brûlante avec toutes les chaînes offertes pendant 15 jours. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. J'ai dit spiritualité ce matin, nous vous l'avons dit en ouverture, nous parlons des totems avec une interrogation. Les totems, une bonne ou alors une mauvaise chose, comme nous le faisons habituellement, parce que si nous ne nous entendons pas sur les termes, ça risque d'aller dans tous les sens. Je vais donc d'abord passer la parole à l'imam, probablement également à quelqu'un d'autre, pour que nous puissions d'abord définir de manière très simple ce qu'on entend par totem. Donc, cher imam, pour ces nombreux téléspectateurs qui nous écoutent, c'est quoi un totem? Bon, un totem, de manière ramassée, un totem, c'est tout objet, ou animé ou non animé, être vivant, animal ou être humain, ou plante même, qui fait l'objet d'un culte. Tout ce qui inspire à la spiritualité, tout ce qui inspire à l'adoration, est appelé totem. Mais quand on parle de totem ici, nous avons directement une définition péjorative du mot, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est habité par un esprit maléfique
et qui fait l'objet d'une adoration. Merci. Je vais passer la parole à Pierre Bleriot-Niemek également. Je voudrais que nous puissions d'abord nous entendre sur le terme totem. Pierre Bleriot, pour vous, c'est quoi un totem? Non, pas parfait, pas pour moi. Je ne suis pas créateur de concept. L'imam a élargi le concept jusqu'au fétiche. Mais rigoureusement, ce sont des êtres qui peuvent être animés. Les animaux et les plantes en général. Parce que les objets, on tombe là dans le fétichisme. Quand c'est les objets. Vous voyez, juste un peu de rigueur là. Parce que c'est plus grand. Le totémisme, c'est le culte que des humains vouent aux êtres, entre guillemets, inférieurs. Parce que dans l'ordre hiérarchique, quand même, les animaux sont moins que les hommes. Alors, ça peut être un animal qui est considéré comme l'animal éponyme d'un groupe. Souvent, les totems sont des totems des sociétés entières, des communautés. On vous dira par exemple que la tortue, c'est l'animal totémique des Bamois. Bon, allez-y voir ce qui s'est passé. On vous dira que pour nos frères du Noun, il y a un serpent à deux têtes qui est leur animal totémique. Chez moi, dans la tribu de Ruben Oumiobe, dans le clan de Ruben Oumiobe, c'est l'éléphant. Je ne sais pas. Bon, maintenant, je ne sais pas, chacun... Parce que des groupes peuvent avoir un animal ou une plante mythique et mystique à laquelle ils vouent, ou auquel, si c'est l'animal, ils vouent un culte sacré. Cela s'accompagne, il faut donc ajouter, d'interdits. Une fois que c'est votre animal ou votre plante sacrée, mythique, il y a des interdits. Chez les Bamois, il y a interdiction de voir même l'animal lui-même. La tortue. On ne sait pas comment ils ont fait pour en arriver là. Chez d'autres, il y a interdiction de manger d'animal. Chez d'autres encore, il y a d'autres formes de relations avec l'animal. Ils ne peuvent le manger que s'ils sont dans des séances particulières. En dehors de ces séances particulières, ils ne le mangent pas de manière normale. Parce qu'il y a des formes de serpents chez certains bassins qui constituent aussi des totems. Ce bassin-là, vous ne le trouverez pas en train de manger, par exemple, la vipère. J'ai un très proche à moi qui ne mangeait pas la vipère pour des raisons totémiques. Très bien. Nous allons passer la parole au tradit praticien, au sorcier traitant. Mukulimba, 40 ans de pouvoir. Mukulimba, c'est quoi un totem? Oui, je vais aller dans la même lancée que M. Bleriot-Niemek, mais sauf que l'imam a bien parlé, mais à la fin, il a un peu décortiqué négativement, parce qu'il attribue directement le totem des négatifs. Des négatifs, alors que tout totem, comme le thème l'indique, tout totem n'est pas négatif. En réalité, le totem, c'est quelque chose qu'on vénère. C'est quelque chose qu'on décide. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, personnellement, qui peut l'avoir. C'est une communauté qui peut l'avoir pour des raisons un peu plus fortes. On peut, par exemple, dire, comme chez nous, par exemple, notre totem, c'est la chèvre. On estime que la chèvre avait aidé un peuple de guerriers chez nous qui devait aller en guerre. Grâce à la chèvre qui avait crié, ça a permis qu'ils partent de ce côté et les ennemis sont passés en arrière. Si la chèvre ne criait pas, le peuple guerrier restait sur le même endroit. Et la chèvre est donc devenue notre totem. Et aujourd'hui, on a donc, les initiés ont donc donné la force à la chèvre. Raison pour laquelle, quand par exemple, moi le grand-mère, je fais les rituels, j'appelle l'esprit de la chèvre pour pouvoir m'aider à résoudre un problème. En tant qu'initié, on appelle chez nous Bogon, bon corps, et ainsi de suite. Là, c'est dans le langage initiatique de notre rite. Donc, le totem ici est quelque chose que chaque personne peut
vouloir mettre de l'énergie, de la force pour pouvoir vous procurer une force. Ça peut être, comme on a dit, des exemples comme les oiseaux, certains peuples, les symboles de certains peuples. Au Cameroun, on a parlé le symbole du lion. Au Nigeria, on a par exemple l'aigle, et ainsi de suite. Maintenant, est-ce que c'est une mauvaise chose ou une bonne chose? C'est dans deux guillemets. Maintenant, si les gens s'asseyent pour faire de ce totem positivement, il va agir de manière positive. Si ceux qui s'assoient de manière négative, le totem va agir parce que c'est l'homme qui commande le totem. Raison pour laquelle c'est très dangereux quand la personne qui commandait le totem et qu'il décède sans initier une personne qui va continuer à guider le totem. S'il n'a pas laissé cette personne en lui montrant tous les rouages cosmiques, le totem va commencer donc à faire du mal parce qu'il aura besoin de réclamations que le maître savait que à tel moment, voici le moment où le totem est en train de demander telle chose, telle chose. Voici le moment où le totem est en train de demander telle chose, telle chose. On en parlera tout à l'heure. Hein. J'étais d'abord là pour planter le décor. Je vois le révérend qui sourit. Je sais pas pourquoi il sourit tellement. Hein. Il est content de la chute du traditionnaliste. Il voit comment il va frapper le traditionnaliste à ce niveau. Alors, révérend Bayon, évoluons un tout petit peu, sauf si vous voulez également apporter quelques éléments au niveau de la définition du totem. Alors, pour vous, le totem, si nous prenons le cas d'un animal, je me dis donc que les Enzo vont également donner leur avis dessus. Nous sommes dans une famille, on prend comme totem un serpent. On prend le totem comme serpent. Est-ce qu'on voit le totem? Non, on ne voit pas le totem, mais peut-être avant de m'emballer dans cette explication, je veux faire comprendre que s'il y a des considérations culturelles, c'est-à-dire la symbolique du Cameroun serait le lion, la panthère par-ci, le serpent par-là, il y a en arrière-plan quelque chose de spirituel. Et c'est à partir de là qu'on peut s'emballer sur une direction pour donner un jugement de valeur si un totem serait bien ou ne serait pas bien. Donc ce que je veux dire, c'est que le totem est quelque chose, c'est une entité spirituelle sous forme animale. Donc quand vous voyez, on dit il y a un serpent, en fait il y a un serpent, pour répondre à la question, un serpent spirituel qui a un lien particulier avec une personne ou une communauté. Ce n'est pas juste un objet d'art. N'est-ce pas, on a parlé du fétichisme et même de l'idolâtrie, mais c'est pas un objet d'art. Derrière, n'est-ce pas, toute cette considération et cette adoration, il y a un véritable, une véritable entité spirituelle. Et c'est là qu'on peut se poser la question si oui ou non, est-ce qu'il est nécessaire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est utile d'avoir une telle chose dans une famille, dans une communauté. Nous savons bel et bien que ces choses existent, des communautés, des personnes ont des totems chez eux, dans les cabinets, dans les maisons, dans les plafonds, ils ont des choses comme ça qui existent bel et bien, mais est-ce que c'est nécessaire? C'est là maintenant que nous devons nous poser la question. Là, ce sera le débat aussi tout à l'heure. Alain Douk, le totem, bonne ou mauvaise chose, c'est la problématique principale de ce matin. Comment on acquiert un totem? Bien. Avant de répondre à la question, je reviens quand même sur la définition pour l'enrichir. Beaucoup de choses intéressantes ont été dites, mais j'ai peut-être une déformation, je sais pas moi, académique, qui veut que la plupart du temps, lorsque je veux m'attarder sur un concept, je rentre toujours aux origines. Donc la démarche est un peu philologique. Alors, totem, étymologiquement, vient d'un mot qui est un emprunt à une langue d'un peuple des Amériques. Le peuple Idubwe des Amériques. Donc c'est là où on a fait l'emprunt du mot, et il se retrouve aujourd'hui de façon générique dans la langue. Alors, c'est quoi un totem? C'est un être, possiblement. Le révérend Blériot, tout le monde a parlé de la dimension spirituelle. C'est un végétal aussi, possiblement. Ça pourrait être aussi un animal. Mais alors,
qui a la fonction particulière d'être dans la cosmogonie d'une famille, d'une lignée, d'un groupe, d'une communauté, d'un peuple, d'un individu, à l'origine de la lignée en question, ou alors étant l'ancêtre de ces personnes. Et l'ancêtre en question peut notamment aussi être objet de vénération, dont il y a déjà l'aspect culte. Et vous voyez donc que ça permet en termes de jugement de valeur d'être déjà, pour ceux qui sont dans une perspective un tout petit peu chrétienne ou religieuse, d'être fixé en termes d'axiologie, de normes. Voilà. Sauf que, Blériot le disait aussi, c'est vrai, l'entité ou alors le végétal ou l'animal en question, de par la vénération, donne lieu à un certain nombre de tabous. On n'est pas en droit de faire ci ou on a en droit de faire ça dans son rapport de soumission et d'emprise par rapport à l'entité en question, par rapport au totem. Il y a des gens, notamment aussi, qui ne pourront pas marier, par exemple, les gens de la même fratrie totémique. C'est-à-dire que si vos aspirations à se marier portent sur une dame qui elle aussi est de la même communauté totémique, ça ne pourra pas le faire, faudra aller chercher ailleurs. Donc il y a ça. Blériot a évoqué d'autres aspects liés aux restrictions alimentaires, etc., etc. Donc c'est un peu ça le totem. Et finalement, on se rend compte qu'on est en plein, lorsqu'on parle des totems, dans un culte consacré à un animal, à un végétal ou à une entité. Dans l'Égypte ancienne, nous avons par exemple là sur le site de Gizeh, les 3 pyramides de Gizeh, on a un sphinx. Il y a un sphinx là avec le visage du pharaon Khafra ou Khafren. Là, c'est une matérialisation du totémisme dans l'Égypte ancienne. Alors, pourquoi le sphinx? Justement parce que le sphinx est aujourd'hui, même dans le langage commun aujourd'hui, on dit que le sphinx, quand on dit vous avez un regard de sphinx, c'est-à-dire qu'il y a une certaine acuité de la vue. Et vous savez, lorsqu'on parle du leadership, le leader doit être quelqu'un de visionnaire. Donc on parle de la vision, de la vue. Hein, quelqu'un qui a du discernement, capable de voir au-delà du voile. Donc ce n'est donc pas par accident qu'on a représenté justement le pharaon Khafra par une tête de sphinx, pour traduire que c'était son totem, et qu'en tant que visionnaire, en tant que leader, donc, il était visionnaire, et il voulait, dans son magistère, les compétences, ou alors les facultés qui sont ceux du sphinx. En réalité, la plupart du temps, vous allez remarquer que dès qu'on parle de totem, il y a des compétences ou des facultés liées à l'animal ou au végétal en question que les hommes veulent s'approprier dans le cadre de la vie quotidienne, dans le cadre de l'exercice d'un magistère. Merci, Imam Cheikh Ali Sanga. À quoi sert un totem? Comme nous l'avons dit à l'entame de nos propos, le totem c'est un objet de culte. Et j'aimerais dire à mon frère Yémé que quand on parle de totem en tant que chose, le totem et les fétiches sont très liés, parce que les fétiches servent de culte. Vous avez des totems, comme il a parlé, mon frère à côté de moi en a parlé, excusez-moi le nom. Alain Douk, vous a dit tout à l'heure, il y a des ancêtres qui sont représentés sous forme de statues et qui sont vénérés. Tout comme il y a des esprits. C'est pour ça que quand vous allez chez un féticheur, un charlatan, vous verrez des statues avec des formes bizarres. En fait, parfois, c'est des représentations des esprits. Oui. Et ces statues habitent des esprits qui font l'objet du culte. C'est pour ça que vous allez, si vous voyez, vous connaissez les féticheurs, vous allez chez un féticheur, vous entendez une voix sortir d'une statue. En fait, c'est son totem. Le serpent aussi, qui est un animal, est parfois représenté sous forme de statue. On sculpte un bois sous forme de serpent, c'est pour faire habiter l'esprit en fait du totem dans cette statue-là. Alors, et même aussi. Alors, arrêtez-vous d'abord. Hein. Oui. Cela signifie quoi? Lorsque nous entrons dans certaines maisons, ou alors dans des endroits de ce que nous appelons vulgairement ici des marabouts, vous allez voir l'image d'un lion, ou bien la statue d'un lion, ou d'un serpent. Il est fort possible que cette image de serpent que nous voyons soit chargée. Exactement. Donc, ces images que nous voyons souvent dans des maisons, il faut que nous fassions attention. Très attention. C'est pour ça d'ailleurs qu'en islam, il est interdit de représenter des statues d'êtres animés tels que les animaux et les êtres humains. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les esprits habitent les statues et même les images. Vous avez parlé seulement des statues, même des photos.
Vous arrivez chez un individu, vous voyez une photo de quelqu'un qui n'a rien à voir avec sa famille. Vous arrivez dans un bureau, vous voyez une image de quelqu'un qui n'a rien à voir avec la famille de la personne. Il y a des statues qui sont des totems. Parce que ces totems, ces statues sont chargés en fait en réalité. C'est pas pour rien que vous allez trouver certaines personnes se prosternent devant des statues, ce sont des objets. Parce qu'on appelle le fétiche c'est pas seulement un gris qu'on met dans la poche, non. Quelqu'un se prosterne devant une statue, devant une image qui est chargée. C'est pour ça que nous disons que cette pratique-là est une pratique qui est mauvaise puisqu'on cherche l'aide et le secours sur un objet qui est inférieur, comme mon frère Yemeka parlait, inférieur. Alors qu'on laisse le créateur pour adorer la créature, pour vénérer la créature. En quoi est-ce qu'un animal peut contribuer dans le changement de votre vie? Donc pour vous, les totems, c'est une mauvaise chose et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien plus que quoi? Le totem c'est l'objet, c'est la chose, c'est la créature. En islam, on doit vénérer, on doit adorer le créateur de la créature. On ne doit pas adorer l'objet. Non, on adore. Le totem a contribué en quoi dans notre vie? Pardon. Oui. Est-ce que le totem nous donne le souffle de vie? Tu as posé ta question, on va te répondre. Non, c'est une question rhétorique. Non, on va te répondre. Bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est pas rhétorique. Je dis ceci. Est-ce que ces totems ont créé l'être humain? Est-ce que ces totems ont créé tout ce qui nous entoure? On doit donc vénérer le créateur des créatures et non la créature. C'est compris. Pierre Blériot, on a vu que vous n'étiez pas d'accord. Même Koulimba, il veut même tomber de sa chaise. Donc Pierre Blériot, je vous passe la parole. Parce que quand on parle des totems, on arrive dans certaines communautés, ou bien certains individus, comme vous avez très bien développé tout à l'heure, et qui ont des totems. Ça peut être un serpent, un lion, un éléphant, que sais-je encore, une panthère. Alors, première préoccupation, est-ce que ce totem-là, ça apporte, entre guillemets, de la chance à la famille? Est-ce que ça apporte du bien à la famille? Quel est le rôle d'un totem? Ou alors, ça dépend du genre de totem? Alors, Alain Douka a commencé à faire une démonstration. Je crois que quand il reprendra la parole, si vous enlevez les convictions religieuses, c'est-à-dire vous voulez juste analyser un phénomène. Parce que moi, ceux qui m'écoutent doivent comprendre. Des fois, j'analyse un phénomène. Le monde entier, y compris les États modernes, vivent du totémisme. Le monde entier. À partir des armoiries d'un pays, seulement les pièces de tout. Comment on appelle l'équipe nationale du Cameroun? Les lions indomptables. Commence à citer toutes les autres les équipes. Éléphants de la Côte d'Ivoire. Et les ceci, les aigles, et les ceci. Donc vous voyez ça? C'est ça. Vous pensez que ce n'est pas un fait du hasard? Je ne pense pas, je sais. C'est pour cela que les gars vont vous dire, il y a 3 pays en Afrique qui ont pour totem, au niveau de leurs équipes nationales, des lions. Il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, il y a le Maroc. Voilà. On dit que les lions de la Teranga vont affronter les lions. Vous dites ça, vous ne dites pas que... Vous dites que les lions vont affronter les lions. Et du point de vue spirituel, ça a une signification. Qu'est-ce qu'on fait avec le totem? Il faut d'abord dire aux gens ce qu'on fait. Quand on se choisit un animal comme animal totémique, chaque animal a des vertus particulières. On fait donc des séances initiatiques pour que le peuple, le groupe, la personne qui va avoir ce totem puisse refléter les qualités qu'on a repérées dans cet animal. Je vous prends un animal comme le chien. Les scientifiques savent que l'huile du chien est l'une des plus raffinées du monde. C'est-à-dire que le chien entend des bruits à des kilomètres. On veut donc vous donner cette qualité mystique-là. On va tirer ça spirituellement du chien. Vous verrez déjà, il est ici. Moi, j'avais des vieux comme ça au village. Il vous annonce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. Vous dites que, mais comment là? Non, mais il y a quelqu'un qui arrive. Et subitement, quelqu'un arrive. Oui, si son enfant, l'un de ses enfants qu'il a initié, est à 10 km de son domicile, il le ressent. C'est donc des pouvoirs. Est-ce qu'il... En spiritualité, je vous l'ai dit ici, il n'y a pas le bien et le mal. C'est pas comme ça qu'on présente des choses spirituelles. Non, c'est pas comme ça. Alors, il y a des gens, effectivement aussi, qui se métamorphosent dans leurs animaux totémiques. C'est-à-dire que lui se transforme en lion. On dit d'ailleurs qu'il y a un homme lion au Cameroun. Donc, il y a... il y a des gens qui se transforment en leurs animaux totémiques. Si par exemple, vous attaquez un homme mystique qui a un totem,
ce qui se produit, si son totem fonctionne normalement, c'est qu'à la place de cet homme, vous voyez le totem. Et pour cela, leurs totems les ont sauvés plusieurs fois. Vous allez leur dire que c'est mauvais, c'est bien. Ça, c'est la morale qui n'a rien à voir avec la spiritualité. Nous, en Afrique, nous commençons à perdre un certain nombre de choses. Dans un ouvrage très intéressant, mais qui constitue en même temps sa troisième thèse son troisième cycle de Menrat Hebga, il parle de la métamorphose d'hommes en animaux. C'est une culture qu'on a en Afrique, en Asie, et partout dans le monde. Je ne valide pas, je ne dis pas que c'est bien, que c'est mal, je dis que ça existe. Et que le monde, je chute par une voie. Observez les banques, les établissements financiers, les vrais. Vous avez au Cameroun le Crédit Lyonnais, c'est quoi? Vous avez la SC. Allez voir, toutes les banques sont spirituellement protégées par un animal totémique. On va vous dire que vous ne pouvez pas garder un certain niveau d'argent s'il n'y a pas un animal totémique qui vient protéger cet argent. Très bien. Vous ne croyez pas ça. Prenez donc l'argent de la banque, allez garder à la maison chez vous. Quand les gens envoient leur totem dans les banques volées, qu'est-ce qui s'oppose à ces totems? Puisque les totems ne viennent pas physiquement comme les humains. C'est d'autres totems qui sont dans ces banques-là. Toutes les banques ont des totems. Bien, c'est ce que je dis. Mais la formation de totem sur le serpent. C'est ce que je vous dis. Que les banques ont des totems qui gardent mystiquement. Est-ce que le gardien qui est tenu là, le gars qui a les bras comme ça, qui est tenu devant la banque, c'est lui qui empêche que les totems... Merci Pierre Blériot. Lisons d'abord cette série de messages ce matin. Bonjour Perfecto. Dites à l'imam que même la tribu, là nous sommes au 213, c'est l'Algérie. Dites à l'imam que même la tribu du prophète Mohamed, qui est la tribu des Kouraïchis, a un totem, et ce totem c'est l'araignée. D'ailleurs, un récit islamique nous dit que pendant qu'on pourchassait le prophète Mohamed, il s'est réfugié dans un trou et directement des araignées sont venus tisser des toiles pour couvrir cette cachette. Le totem n'est pas forcément une mauvaise chose, car ces animaux sont créés par Dieu. Est-ce que l'imam a déjà vu de la Kaaba dans la mosquée d'Arabie Saoudite, cette maison en forme de cube dont on nous cache l'intérieur, où on a même rendu tabou tout débat concernant le contenu qui est à l'intérieur, est un refuge de plusieurs totems. L'un des plus grands totems qui était à l'intérieur de cette maison s'appelait Alat, avec T à la fin, qu'on a rebaptisé en Allah, avec H à la fin. Cette maison cubique en elle-même, construite en sable, est un totem, et c'est aussi un objet. Quelle est la différence entre l'imam qui fait des bisous et des danses autour de cette maison cubique en terre battue, et mon grand-père qui fait aussi des bisous et des danses autour d'une montagne dans son village? La différence, c'est que dans un côté, on va te dire que c'est Allah. Si vous permettez un repos, allez-y. Rapidement. Ce que je voudrais répondre à ce téléspectateur, c'est que... Qui semble s'y connaître, hein? Oui, mais il semble pour vous, il semble s'y connaître. Il semble s'y connaître. L'islam a ses principes. L'islam fonctionne selon les références, qui sont le Coran et les hadiths. Les hadiths, c'est les enseignements du prophète Mohammed sallam, les enseignements théoriques et pratiques. Tout ce qu'il a dit là, c'est du baragouinage, c'est du verbiage, c'est de la bouillie poucha. Puisqu'il n'y a que référence. C'est la bouillie. La bouillie poucha. On n'a pas... Monsieur Yamek. Est-ce que vous ne faites pas des bises dans ce bâtiment? Permettez-moi. Tu ne sais pas l'argument, ce que tu viens de dire. Permettez-moi. Vous savez, tu t'es attaqué à lui. Non, permettez-moi. Argumente, oui. Vous savez, on n'est pas là pour bavarder, mais on est là pour échanger. Oui, mais là, tu te sais attaquer seulement à l'aide. Vous voulez répondre à ma place, monsieur Yamek? Non. Allez-y, cher imam. Voilà, il y a une moi. J'aimerais dire ceci. L'islam a des principes. Ils me feront déjà ambassadeur. Il ne peut pas. C'est qu'il va vite comprendre. C'est pas l'ambassadeur, il va vite comprendre. L'islam a ses principes. Pour dire une chose en islam, il faut justifier. Il faut sortir les références dans le Coran et dans les hadiths. Tout ce qu'il a raconté là, il n'y a aucune référence dans le Coran. La bouillie pour chat. Je vais l'expliquer tout simplement. L'explication, tout simplement. La Kaaba est une orientation, ce n'est pas un objet de culte. C'est un lieu d'orientation.
De deux, l'intérieur de la Kaaba, allez sur Internet, Google, vous verrez taper intérieur de la Kaaba, vous allez voir tout l'intérieur de la Kaaba. D'ailleurs, on ouvre souvent la Kaaba pour faire entrer parfois les présidents musulmans qui arrivent en Arabie Saoudite. On les fait visiter parce que sur Internet, on va vous faire, on va faire voir permettez-moi, si vous voulez, vous pouvez vous renseigner en dehors de l'Internet, si vous voulez. Parce qu'il dit que c'est l'outil, au moins, c'est le plus... Sur Internet, on dit tout, même les je sais. Bon, allez en Arabie Saoudite. Si vous voulez. Le transport. Bon, maintenant, il fait le transport. Donc, allez en Arabie Saoudite, vérifier de vos propres yeux, ou si vous avez des connaissances en Arabie Saoudite, ou des ambassadeurs, par exemple, ils peuvent vous dire qu'à l'intérieur de la Kaaba, il n'y a rien. Oh, par contre, à l'époque... Et vous faites donc des bisous sur cette affaire. Toutes les questions, ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Non, vous n'êtes pas seul, hein, on va bien entendre. Non, je vais répondre. Pourquoi on fait des bisous à cette Kaaba? Parce que le prophète Mohammed l'a embrassé par amour, pas par adoration. C'est juste par amour. Parce que c'est une pierre céleste. C'est pas une pierre. C'est pas l'adoration, ça? Non, c'est pas l'adoration. Et vous faites donc la bise pour si vous faites la bise à votre femme, ça veut dire que vous l'adorez? Oui. Non, mais l'attention, l'adoration dans ce sens, c'est le culte. Ça veut dire que c'est vous un culte. C'est différent. Si vous faites la bise à votre épouse, est-ce que vous l'adorez? Faisons attention, c'est d'amour. Permettez-moi, je vais répondre à vos questions. Permettez-moi, monsieur, mais il y a avant la révélation, il y avait 360 idoles qui étaient adorées par les Korachites. C'était les polythéistes. Le prophète Mohammed est plutôt venu détruire ces statues qu'il appelait des totems. C'est un des deux. Pour l'araignée, le prophète Mohammed était pourchassé par les Korachites, ses frères arabes. Quand il émigra de la Mecque vers la Médine. On va chuter, hein? Oui. Il s'est abrité dans un trou avec un compagnon. Dieu a envoyé un araignée tisser une toile. Permettez-moi, bien sûr. Quand c'est nous, c'est Satan. Non, permettez-moi, je vais expliquer. Tisser une toile qui a permis à ce que ceux qui les pourchassaient, lorsqu'ils ont vu la toile de l'araignée tissée, ils ont compris que personne n'est pas entré sur très bien d'araignée. C'est compris. Donc, on va lire. On va encore lire d'autres messages. Bonjour le plateau. J'ai 2 totems. Continuez la lecture. Tu es là pour... Il dit bonjour au plateau, j'ai 2 totems. Un pour des raisons de sécurité et l'autre pour des raisons thérapeutiques. C'est Falas Kamga depuis Banjul. Voilà donc notre ami Falas Kamga de Banjul qui avoue que lui il a 2 totems et il dit c'est pour la sécurité. L'importance de ces totems. Autre message ce matin que dit ce téléspectateur. C'est vrai que le message est long, hein. Bon, vous n'avez malheureusement pas donné... Bon, vous parlez d'autre chose, hein. Nous n'allons pas lire ce message. Nous nous intéressons beaucoup plus maintenant au totem. Allons au 212, c'est le Maroc. Bonjour au Richard Bouna, chambre salon de la modération. Depuis que je regarde Espace Miné, je connais plus sur le Cameroun que mon propre pays, le Kosovo, le Congo-Liban, les Boulnganjanga, le Kior, l'Ivu. Bref, je connais toutes les expressions du Mboa. Dernièrement, on m'a même demandé ma nationalité et j'ai dit que j'étais camerounais. Tu imagines ça? Ah, Espace Miné. Sinon, j'ai une question par rapport au thème. Monsieur Douk, peut-on pour des chrétiens considérer la croix comme leur totem? Encore faudrait-il que la croix soit vraiment biblique. Voici la sagesse du jour. La femme est comme une ombre. Si tu la poursuis, elle fuit. Si tu fuis, elle te poursuit. À quelle heure? Merci beaucoup. Hein. Autre message ce matin. Bonjour, le totem de la modération. Bonjour, monsieur Perfecto et à tout ton illustre panel. Salutations particulières à monsieur Blériot Niemek de la part de sa sœur Agnès. Je vais répondre à la problématique de ce jour via une histoire parmi tant d'autres, vécue à Douala précisément, à Bonabéry, ancienne route. Monsieur Perfecto, aux environs de 6 heures, un gros serpent bois a surgi de nulle part, traversant la route pour se rendre on ne sait où. Malheureusement pour le serpent, un camion l'a écrasé. 5 minutes après, on nous annonçait la mort d'un papa au quartier. Ce papa était réputé dans ce quartier pour manger les enfants. C'est Pablo depuis Ignon. Et là, ça m'amène à passer la parole à Mokulimba, 40 ans de pouvoir. Mokulimba, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, lors de votre première prise de parole, en disant que si quelqu'un avait un totem, et s'il meurt
sans avoir initié quelqu'un pour rester canaliser ce totem, ça peut avoir des répercussions parce que il ne saura pas comment entretenir ce totem. Cela signifie donc que les totems que les uns et les autres ont, que ce soit des individus ou alors des communautés, on entretient le totem. Et on entretient le totem comment? Entre-temps, si la personne part donc sans avoir initié quelqu'un, quels sont les dégâts que ce totem peut rester faire? Oui, merci, monsieur Parfait. Ici, avant de vous répondre sur ces belles questions, je voulais d'abord revenir sur la problématique de l'imam. Vraiment, il faudra que nous soyons clairs. Vous savez, le monde entier nous regarde et chacun doit être vrai. Les réalités sont là visibles. C'est-à-dire, on voit réellement. Voilà, par exemple, dans la religion catholique, ou alors, si vous voulez, les chrétiens, chez les catholiques, mais ils ont des totems. Ah bon? Oui, les croix, les Vierges Marie qui sont les statuettes de Jésus, tout ça, ce sont des totems, ils adorent. Parce qu'ils sont chargés. Sinon, comment comprendre qu'en volée, en plein carrefour, quelqu'un est en genou devant une statuette qui ne parle pas, qui n'a pas soif, qui n'a pas faim, mais qui est quand même là, et quelqu'un est en train de pleurer, de s'exprimer. Mais tu t'exprimes, tu parles quoi, tu dis quoi à cette statuette qui est là? Si ce n'est pas quelque chose qui est chargé. Je vais encore rebondir quelque part où il dit, si les masques sont bizarres, quand tu arrives chez un marabout, chez un féticheur et tout, mais qu'ils partent au Cribéré en France, dans les musées. Mais pourquoi nos masques qui sont laids ou bizarres, mais se retrouvent dans les musées en Europe? C'est gardé. Même pour que les gens puissent visiter, on paye cela. Si ce n'est pas quelque chose d'important. On a compris. Maintenant, ma question. Revenons sur ta question. Sur la personne qui va rester avec le thème, si la personne qui avait le thème. Il faut déjà dire que le totem, c'est quelqu'un qui décide, avec ses pouvoirs et ses connaissances mystiques, qui décide de prendre pour totem quelque chose. Et il commence à le nourrir. Il commence à vivre avec lui. Et c'est lui qui le défend. Il le nourrit avec quoi? Il cherche avec l'ompiang au rondo, bien la sauce gombo. Ça dépend. En ce moment, ça dépend de l'objectivité de chaque personne. Je vais prendre un exemple. Tu le nourris avec quoi? Je suis en train de parler. Permettez-moi de chuter. Je vais prendre un exemple. Si quelqu'un, par exemple, garde chez lui un serpent, on connaît que garder un serpent, on a besoin des œufs. On a besoin d'un certain nombre de choses. On prend les œufs, on lui donne. Maintenant, est-ce que les paroles qu'il faut prononcer pour donner les œufs, parce que vous voyez dans le plan physique les œufs, mais dans le plan spirituel, ces œufs ont des paroles qu'il faut prononcer. En ce moment, il faut être un initié. Ce n'est pas n'importe qui garde le totem, il faut être un initié pour pouvoir garder un totem. Mais que ça soit de manière négative, que ça soit de manière positive, celui qui a un totem doit avoir son remplaçant qui va continuer. Sinon, si toi qui gardais le totem, si ton totem était de manière négative pour détruire, pour faire un certain nombre de choses, et que tu l'orientais à le faire des choses, si tu meurs et que tu n'as pas donné la connaissance à cette personne, tu vas donc voir les dégâts que le totem va donc rester, commencer à faire parce que il n'aura plus quelqu'un qui va l'orienter. Très bien. Alain Douk, j'ai souvent causé avec certaines personnes, par moments d'autres initiés, et qui me font comprendre que cette affaire que tu entends la totem, c'est que vraiment, ça mange les gens. Donc c'est avec ça qu'on nourrit les gens. C'est le totem se nourrit du sang. C'est-à-dire quand tu as un totem, un serpent, un lion, une panthère, c'est pas moi quoi, pour nourrir ce totem, il faut des sacrifices et il faut habituellement des sacrifices humains. Est-ce que c'est vrai ou alors c'est excessif? Non, c'est absolument pas excessif. C'est vrai qu'on peut mettre du bémol à un certain niveau pour les entités qu'il faut entretenir. Au début, la plupart du temps, dans l'opération de charme, on pourrait ne pas immédiatement demander des vies. Vous pourrez entendre qu'on demande des libations de scie, du vin, du sel, de l'huile. Mais au finish, dans la spiritualité, dans le culte, dans le faux culte, dans l'occultisme, l'enjeu finalement ce sera la vie. Ah bon? J'aime cette question, pourquoi? Parce qu'elle me permet de revenir sur un point qui a été évoqué. Il y a un grand
un grand prince de la maçonnerie, 33e degré, Albert Pike, qui a écrit un livre. Le livre a pour titre Morals and Dogma. À l'intérieur, il fait une relativité. C'est-à-dire que pour dire qu'en réalité, l'entité qui est adorée par les satanistes, par la franc-maçonnerie et par les occultistes kabbalistes, Lucifer qu'on connaît, n'est pas en réalité... Attends un peu, je comprends pas bien. Les francs-maçons adorent Lucifer, c'est ce que tu veux dire? Attends, est-ce que je vais l'eau dans la bouche là quand je parle? Vous êtes sérieux là? Je suis sérieux. Je vous fais une synthèse. Il ne faudrait pas être foudroyé par les francs-maçons? Non, non. C'est le problème, moi je dis ce que je sais. Hein. Tu dis aux francs-maçons que c'est leur problème? Mais c'est le problème, moi je dis ce que je sais. Est-ce que je peux finir? Faut pas que la télé vous embrouille, hein? M'embrouiller comment? Dans Moral et Dogme, Albert Pike. Qu'est-ce que vous avez dit? Albert Pike. Non, il ne faut pas vous dire. Qu'est-ce que vous avez dit? Albert Pike dit qu'en réalité, le Dieu de la Kabbale maçonnique, Lucifer, n'est pas un mauvais Dieu, n'est pas la représentation du mal. Il dit là-bas qu'il n'est que le visage d'Adonai. Vous voyez un peu, c'est-à-dire qu'on gomme les limites du manichéisme entre le vrai Dieu, le suprême, le saint, l'incarnation du bien, et puis l'autre, Lucifer. Donc du coup, il est réuni et il dit que c'est la même personne. Donc, alors revenons au totem. Ça veut dire que vous ne me voyez pas venir. Vous ne me voyez pas venir. Je chute. Donc pour dire quoi? Ici, on a gommé les limites entre le bien et le mal dans la spiritualité. Je dis que c'est faux. Dans la spiritualité, il y a deux bords. Il y a deux bords. Il y a le côté obscur, il y a le côté... Ah, vous n'êtes donc pas d'accord avec Bleureux? Parce que Bleureux lui dit que en spiritualité, l'affaire de bien et de mal, ce n'est pas comme vous voyez là. Et eux-mêmes, en loge maçonnique, le démon... Eux-mêmes, pour qui? Pour moi? Non, pas eux, ouais, je parlais d'Albert Pike. Les vrais maçons. Non, nous avons un problème sérieux, hein. Non, mais c'est même pas la première fois que Bleureux dit ça. Attends d'abord. C'est pas la première fois que Bleureux le dit. Il dit que dans la spiritualité, il n'y a pas forcément une affaire de bien et de mal. Moi, je dis le contraire. Sauf si j'interprète mal ce que je... Non, mais je suis en train de dire le contraire. Et vous dites le contraire, que dans la spiritualité, il y a bien le mal. D'accord. Et je dis que c'est pour cela qu'Albert Pike fait ce tour, cette ingénierie langagière, ce tour de passe-passe pour essayer de gommer les limites entre le bien et le mal. Et dès que vous voyez un franc-maçon essayer en train de gommer les limites entre le bien et le mal, vous comprenez tout. Hein? Quand il dit que le Dieu grand sang, bon, l'incarnation de toutes les sources et facultés positives, il n'est qu'un autre visage de Lucifer. Comment vous comprenez ça? Il y a une délimitation claire. Et même le sol en damier, hein, vous connaissez, non? Dans un temple maçonnique, le sol est en damier pour bien signifier cette dialectique, ce manichéisme entre le bien et le mal. Ça existe, ils cohabitent, mais les deux existent. Donc Blériot, tu n'as pas raison, si je m'en tiens à ces données-là. Pourquoi donc je suis donc maintenant sur le sujet? Pour dire que sur le sujet d'aujourd'hui, il y a donc un danger dans le totémisme. D'ailleurs, Blériot lui-même qui est un bibliste, il le sait. Dieu dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc il y a un fondement moral, même dans la spiritualité. Dieu reconnaît lui-même qu'il y a du bien et il y a du mal. Il y a des fondements éthiques, axiologiques, et il faut les reconnaître. Et même les satanistes savent qu'ils sont du côté obscur. Il y a le côté de la lumière. Donc, le danger donc, c'est que ces gens-là avec les totems, le totem va vous mettre la pression. Vous connaissez bien, des vies sont volées dans nos familles là. Vous avez un oncle, une tante qui a son serpent magique, etc., son totem là, qu'on garde ici ou là, je sais pas moi où, qui passe autant à vous pomper énergétiquement, tout prospère chez elle, elle a ci, elle a ça, vous n'arrivez à rien. C'est des vies qui sont sacrifiées sur le plan symbolique. Il faut qu'on le comprenne. Vous avez des oignons là, des plantes, qu'on plante par-ci, par-ça, et les morts bizarres commencent à survenir dans la famille, les gens trépassent. Attendez, vous pensez que c'est le jeu? Non, c'est pas un jeu. On est évidemment dans le terrain de la spiritualité, mais alors la spiritualité de l'autre bord, de la négativité, régentée par le grand prêtre qui est Lucifer lui-même. Il faut que ce soit clair dans chacune de votre têtes. C'est compris. D'abord, le révérend Bayon, certainement vous êtes d'accord avec Alain Douc que tout totem est une mauvaise chose. Vous êtes d'abord d'accord à ce niveau que le totem est une mauvaise chose? Oui, absolument. Le totem est une mauvaise chose. Et maintenant, deuxième préoccupation, pour entretenir un totem, est-ce qu'il faut absolument toujours sacrifier des vies humaines? Non, si on dit déjà a priori, hein, d'après l'analyse d'Alain tout à l'heure, je suis parfaitement d'accord avec cette approche des choses. Vous êtes d'accord. Hein? Laissez-moi convoquer un verset biblique dans le livre de Romains, chapitre 1, et dit
Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des animaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur béni éternellement. Ça veut dire que l'approche évangélique, la vision de la foi chrétienne est une vision qui consacre le fait qu'il y a d'un côté un côté négatif et le côté positif. Toujours pour démontrer que Blériot nous raconte des histoires. Ça, absolument, ça n'a rien à voir avec la vérité. Ce que Blériot, l'illustre Blériot, il se trompe, il faut le dire. Donc, je veux dire que, comment est-ce qu'on nourrit? Il faut, Alain tout de suite vient de démontrer, parce que notre ami sorcier, Mikolumba, n'est-ce pas, venait tout de suite de dire, vous laissez un totem, et voilà, il commence à vous réclamer des choses. Parce que je veux vous dire que Dieu nous présente quelque chose qui est à la perfection. Ça veut dire que ça ne change pas avec le temps. Il n'est pas bon au départ pour devenir mauvais à l'arrivée. Il ne vous protège pas vos enfants au départ, après commence à les manger. Et ce sont des réalités quotidiennes qu'on vit dans les familles aujourd'hui. Je suis pasteur depuis 30 ans, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez, vous avez des cas où des totems ont sémé du sale dans des familles? Énormément. Ah bon? Énormément. Je connais des enfants qui ont été en contact avec, n'est-ce pas, des totems que possédaient leurs propres parents. Je connais des situations où des enfants pleurent de nuit parce qu'il y a un totem, ils ont des visitations de nuit. Ça, c'est des choses, des gens qui ont planté des choses, des totems dans des concessions, en sorte qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, et toujours il y a une loi qu'on va briser quelque part. Et ce que je veux vous dire, quelqu'un qui a un totem, vous allez voir, ils vont nourrir le totem avec des œufs. Et il faut que ce soit les œufs. Dit que si tu vois toujours les œufs, sache que c'est un serpent. C'est un serpent. Du moins, c'est un totem, parce que le totem peut être un autre animal. Il y a d'autres qui ont un oiseau, ils ont un corbeau, ils ont quelque chose comme ça. Donc, il faut nourrir avec une vie. La nécessité de prendre, et ils disent l'œuf du village, de la poule du village, c'est-à-dire un œuf fécondé par un coq. Donc, la dimension ici, c'est offrir à ce totem une vie. Maintenant, ce totem grandit. Il est d'abord tout petit et il prend de l'envergure. Le totem grandit. Oui, au fur et à mesure qu'on le nourrit. Et à un certain moment, il demande plus des poulets, il demande des enfants. Ah bon? Oui. Donc plus il grandit, plus il demande aussi des choses plus... il demande des choses importantes. Et à un moment, si le monsieur refuse de donner soit un de ses enfants, il va se retrouver dans des problèmes avec son propre totem. C'est pour dire qu'il y a des entités avec lesquelles on ne joue pas. Et la Bible nous a clairement dit ça. On ne doit pas jouer avec ces choses. Très bien. On doit être totalement séparé de ça. Pierre Blériot, il y a un mec, un totem grandit. Il est un tout petit peu comme un enfant que vous mettez au monde. Et quand vous commencez à avoir un enfant, vous lui donnez le biberon. Lorsqu'il a déjà 15 ans, 20 ans, 30 ans, il commence à manger des poissons entiers. Et il peut même manger toute une chèvre. Donc c'est ça aussi le totem. Et maintenant, le révérend est sentencié. Cette affaire de totem, c'est qu'à la fin, ce sont des sacrifices humains. Vous êtes d'accord? Ou alors on raconte des histoires. Qui nourrit le lion des lions indomptables? Moi, je n'en sais rien. Dites-nous, gagnons en temps. Alain de vous a dit qu'il y a une différence, le bien, le mal, et que là-dessus, tu n'as pas raison. Ok, je vais lui poser. Ils ont tous lu la Bible, non? Tout à fait. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, il était où? Au centre du jardin. De quel jardin? Le jardin d'Éden. Pourquoi lui aussi il était là alors que lui, pourquoi lui faisait quoi là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Lui faisait quoi là? Pourquoi Dieu a pris ce qui te permet de connaître le bien et le mal, il l'a mis là où l'homme était aussi? Mais c'est un test de loyauté. Ah d'accord, c'est un test de loyauté. Descartes nous dit que celui qui est capable de tenter a du vice en lui. Ah bon? Non. Oh ben, je dis que ce que Descartes dit... Descartes, c'est la norme maintenant. Oh. Donc, quand tu as cité Pins là, tu as dit Pins qui là... Non mais on parle de Dieu. Même tu as cité Pins. Tu places
vois Dieu comme souverain. Mais je te dis ce que Descartes nous dit. Laisse-moi que Dieu. Tu ne vas pas me dire. Je te dis que si quelqu'un est capable de tenter. Dieu ne t'a pas dit laisse-moi. Alain Douk. Tenter, c'est pas tester forcément. Oh. C'est qui? Ah oui, non, dans l'étymologie. Comment vous le faites comme si il avait pris la parole? Alain Douk, non, c'est la parole. C'est le problème. C'est le problème. On va revenir dans le grec. C'est la parole. Allons-y, c'est pas ce que vous pensez. Ce que Alain Douk veut faire là-bas le dépasser. Parce que si Parfait ici prend. Les enfants aiment les biscuits. Des petits-enfants aiment les biscuits. Et il met le biscuit dans la chambre d'un enfant. Et il lui dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. On appelle ça comment? C'est la tentation. Vous voulez... Mais par contre, moi je dis donc... Que... Non, c'est une non, mais il ne faut pas qu'on le coupe, on va lui donner la parole. Laisse qu'il finisse. Laisse qu'il finisse. Oui, mais vous allez défendre Dieu maintenant. Il sait se défendre lui-même. Non. Ouais, révérend, laissez-moi. Vas-y. Alors, je vais démonter ça. Tu vas démonter. Ce que je veux dire, c'est que... Et la Bible dit, je place devant toi le bien et le mal. C'est la Bible qui dit, je place devant toi. Qui place? Devant qui? Le bien et le mal. Terminez le verset. Mais choisis le bien. Mais qui te montre le bien et le mal? Qui les place devant toi? Ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que votre compréhension des choses spirituelles. Les choses spirituelles que vous appelez le bien et celles que vous appelez le mal sont souvent devant le même individu, dans les mêmes conditions. C'est pour cela que cet arbre-là, à côté de l'arbre de la vie, était dans le même lieu. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas le bien, il n'y a pas le mal. J'ai dit que dans la vie spirituelle, il n'y a pas ce schisme-là. Le bien. Moi, je dis qu'il y a ce schisme. Parfait, je peux répondre. Oui, Alain Douk. Bien. Ça tombe bien. Oui. Genèse 2:15. On dit, Dieu dit à Adam qu'il doit cultiver le jardin et le garder. Le terme araméen pour garder veut aussi dire veiller. Et si ça veut dire veiller, ça veut dire qu'il y a une mise en garde contre un danger. Ouais. Et quel était le danger? Dieu l'a explicité. Donc si Dieu, finalement il vient, il place l'arbre de la connaissance. Oh, je t'ai écouté. Oui, mais le danger c'était Lucifer, non? Tu le coupais, non? Non, finalement j'ai dit qu'on le laisse. Tu l'as dit quoi? Quand je devais donner la compte, le danger c'était Lucifer qui représentait une menace et qui par la chute a séduit l'humanité et l'a fait chuter. C'est ça le danger. C'est Lucifer qui est venu avec l'arbre. C'est Lucifer qui est venu avec l'arbre. Est-ce que c'est Lucifer qui est venu avec l'arbre? La démonstration souffre d'écouter la mienne. Alors si on te met en garde contre un danger qui existe, on te le décrit, puis maintenant on te dit, tu connais qu'il y a le danger, s'il te plaît, reste bien le gars, ne fais pas ça. Est-ce que tu vas venir dire qu'on t'a tenté? Maintenant rentrons dans la philologie. Dans le grec biblique, le mot pour tenter, le mot grec, c'est en réalité un artifice, c'est-à-dire que c'est bien construit pour te... La grand-mère au village écoute tous ces philosophies-là. Faut le dire. C'est la grand-mère au village. Tout ça. Alors, on lit encore notre message. Le totem, qu'on le veuille ou pas, a un aspect mystique. Je reste convaincu que c'est celui qui pratique les rites du totem qui pense qu'il a un pouvoir. L'homme nie en lui ce qu'il pense trouver en des objets inanimés. Comment comprendre qu'un objet inanimé puisse avoir des pouvoirs face à un individu qui, en plus de sa dimension physique, a une dimension spirituelle qui le néglige? L'homme doit dominer sur les animaux et objets inanimés et ne pas y mettre sa confiance, car il est l'être le plus fort que Dieu a créé. Justement, modeste participation, c'est monsieur Adonis du côté de la Côte d'Ivoire, près du stade Ebimpe. Oui, la seule erreur dans ce que monsieur Adonis dit, qu'est-ce qu'il appelle inanimé? Anima, c'est l'âme. Les autres êtres sont animés. Je pense que le sujet est tellement important. Nous sommes en termes de ce programme au Koliba. Nous allons reconduire ce sujet la semaine prochaine. S'il vous plaît, nous reviendrons sur le totémisme la semaine prochaine et surtout avec un aspect bien important que les uns et les autres n'ont pas bien donné leurs avis. Comment on nourrit un totem? Maintenant, est-ce que le totem sévit, se nourrit toujours des sacrifices humains à la fin? Maintenant, le totem a-t-il toujours été bénéfique pour des familles ou alors ça a plutôt
décimer des familles en Afrique. On essaiera de comprendre cela. Hein. Merci à l'imam Cheikh Ali Sanga. Merci également à Alain Douk. Merci à Moukoulimba, 40 ans de pouvoir. Pierre Bluriot restera notre consultant. Merci au révérend Bayon, qui était également là ce matin. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous?